Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. La question au centre d'une rencontre entre le président Alassane Ouattara et le secrétaire général de la ZLECAf. Ce marché unique va booster le commerce intra-africain. Il se positionne comme le moteur de la transformation et prospérité pour le continent. Le TAC se veut aussi un moteur de développement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ce lundi, réunion des ministres des Affaires étrangères. Kandia Camara et Alpha Barry ont analysé les travaux des experts avant la tenue du Conseil des ministres conjoints sur ce traité d'amitié et de coopération demain. Et demain, mardi 27 juillet, l'actualité politique marquée par cette rencontre. Le président de la République, Alassane Ouattara, reçoit Laurent Gbagbo. Pour les populations et la classe politique, c'est une rencontre qui suscite de l'intérêt et de l'espoir pour un renforcement de la paix et la cohésion sociale dans le pays. Vous allez les entendre dans ce journal. Et puis, première médaille olympique pour la Côte d'Ivoire en taekwondo. Ruth Babi décroche le bronze. L'athlète ivoirienne a battu son adversaire, la brésilienne Milena. Malheureusement, c'est Cheikh Salah, le champion en titre, éliminé en huitième de finale. D'abord, ce communiqué, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 26 juillet 2021 à la signature d'un décret de nomination à la présidence de la République. Ainsi, M. Ibrahim Cissé Bakongo est nommé ministre conseiller spécial chargé des affaires politiques. C'est un communiqué qui est fait à Abidjan ce lundi 26 juillet 2021, signé le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé. Le président de la République s'est entretenu ce lundi avec le secrétaire général de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Wankele Mene et Alassane Ouattara ont évoqué la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de ce marché unique africain, un moteur de développement puisqu'il va booster le commerce entre les États. Awa Touré. Les échanges dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ont officiellement démarré le 1er janvier 2021. Un marché unique d'environ 1,2 milliard de consommateurs pour les biens et services produits en Afrique et qui est appelé à développer le commerce intra-africain. Le secrétaire général de cette institution continentale, Wankele Mene, est venu faire au président de la République, Alassane Ouattara, le point sur la mise en œuvre de ce marché commun. Well, thank you very much. First, let me express appreciation to His Excellency the President for. Je voudrais remercier Monsieur le Président de la République pour le temps qu'il a pu m'accorder. Lors de cette réunion, nous avons discuté des défis, d'abord de la mise en place de cette institution, mais également des défis que nous rencontrons. 40 pays ont déjà ratifié la ZLECAf. Il en reste encore beaucoup, donc beaucoup reste à faire. Notons que la Côte d'Ivoire a ratifié l'accord sur la zone de libre-échange le 13 novembre 2018, avant la création d'un comité national de la ZLECAf chargé de la mise en œuvre de l'accord et du suivi de son opérationnalisation au plan national. Le TAC est aussi un outil d'intégration et de développement. Ouverture demain mardi du Conseil conjoint de gouvernement. Christophe Joseph Marie Dabiré, Premier ministre du Burkina Faso, est arrivé ce lundi à Abidjan. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien Jérôme Patrick Hachi. Accompagné d'une forte délégation ministérielle, le chef du gouvernement burkinabé est à Abidjan pour prendre part aux travaux de la 9e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Ce sera l'occasion pour les deux États de passer en revue la mise en œuvre des accords signés dans plusieurs domaines de coopération. Et avant le Conseil conjoint de gouvernement, il s'est ouvert ce lundi, une réunion dirigée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Kandia Camara et Alpha Barry ont planché sur l'ensemble des travaux des experts. Il s'agit notamment des questions de défense, de sécurité, d'énergie et les infrastructures routières. On fait le point avec Sidonie Davila. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères et son homologue burkinabé préparent le Conseil conjoint de gouvernement sur la base des informations contenues dans le rapport produit par les experts au cours de 2 jours de travail en commission et en plénière. Kandia Camara et Alpha Barry examinent les dossiers. Notre capacité à trouver des solutions devrait davantage renforcer
notre outil d'intégration bilatérale qu'est le TAC. En espérant de fructueux résultats, je souhaite plein succès à nos travaux. Sur la table de discussion, des sujets aussi divers que variés. Il nous faudra procéder à l'examen des nouveaux centres d'intérêt identifiés par nos experts et les dossiers dits spécifiques pour lesquels il nous reviendra de proposer des directives politiques nécessaires pour un traitement efficace et efficient des dits dossiers en prenant en compte les enjeux de la sécurisation de nos pays face au péril du terrorisme. Après avoir examiné, amendé et validé par la suite les différents sujets, Kandia Camara et Alpha Barry vont les soumettre aux différents premiers ministres pour le Conseil conjoint de gouvernement dans le cadre du TAC. Ce conseil conjoint de gouvernement se tient demain mardi à Abidjan, dirigé par les deux premiers ministres, Christophe Dabiré et Patrick Achi. Le TAC, c'est aussi la coopération entre la RTI et la RTB. Les responsables des deux médias signent une convention. Ce partenariat va permettre les échanges de programmes, des plateaux et des JT communs. C'est Forazegui. Depuis le 25 juillet, une délégation de la radiodiffusion-télévision burkinabé séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre du 9e traité d'amitié et de coopération TAC. À l'invitation de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, cette équipe conduite par le directeur général Pascal Thiombiano est venue s'imprégner de l'organisation de la RTI. Très impressionné également par ce que nous avons vu. Le directeur général nous a fait le plaisir de nous faire visiter le studio production, le studio télévisé, et il m'a également parlé du projet de basculement au Full HD. La nouvelle technologie l'impose et je crois que c'est véritablement la dynamique sur laquelle la plupart des télévisions doivent s'engager. Et sur ce plan, la RTI a une longueur d'avance. Après les studios d'enregistrement et la régie numérique, direction la salle de réunion en présence du directeur général de la RTI et ses collaborateurs pour une séance de travail. Cette réunion aboutit à la signature d'un accord de partenariat entre les deux chaînes. La RTB et la RTI promettent des nouveautés aux auditeurs et aux téléspectateurs. Des échanges de reportages, c'est-à-dire nous allons au niveau de la rédaction de Radio Burkina désigner un reporter ou des reporters qui vont systématiquement, lorsqu'il y a un événement qui pourrait intéresser la RTI Radio, qui va systématiquement envoyer un reportage au niveau de la RTI. Au niveau des programmes, nous avons échangé notre grille, les grands actes de nos grilles de programmes pour essayer de voir ce qui pourrait intéresser la RTI dans nos programmes d'émission. Dans le cadre de ce 9e TAC avec la RTB, nous proposons des conférences de rédaction communes et puis un grand journal commun. Nous proposons plusieurs dossiers sur la vie des Burkinabés en Côte d'Ivoire, sur la vie des Ivoiriens au Burkina Faso, des exemples d'intégration réussie. Et les choses se déroulent normalement. Cette année, vraiment, l'innovation, c'est de faire tout en commun. La signature de ce partenariat entre les télévisions sœurs vient renforcer les liens à travers des actes plus concrets, selon les deux directeurs. Nous sommes un pays de grande tradition cinématographique. Vous avez le FESPACO. Nous avons une expérience avérée en matière de production audiovisuelle, notamment en matière de séries. Et je voudrais dire qu'il y a un partage d'expérience qui est tout à fait possible entre nos deux entités. Du côté ivoirien, effectivement, nous avons signé pour l'acquisition également de programmes télé. Et c'est ce brassage-là qui permettra de mieux faire connaître nos deux peuples de part et d'autre de la frontière. Nous avons beaucoup de projets sur lesquels nous travaillons, mais on a commencé d'abord par les acquisitions de programmes. Pourquoi aller chercher ailleurs et à des prix exorbitants ce que nous pouvons trouver sur place l'un chez l'autre pour agrémenter la grille et les programmes. Donc nous travaillons d'arrache-pied sur ce volet et également nous allons renforcer notre coopération en matière de production et de coproduction. Déjà nous bénéficions lors des missions dans l'un et l'autre des pays des équipements et du personnel sur place, ce qui nous fait des économies importantes. Et donc je dirais que l'horizon s'annonce davantage fructueux pour nos deux entités et la volonté est là, le cadre également, le TAC, et je crois que la RTB et la RTI vont être, j'allais dire, des acteurs clés de la coopération entre nos deux pays.
Les jours à venir, les téléspectateurs et auditeurs burkinabés et ivoiriens verront l'apparition de nouveaux programmes sur les antennes de la RTB et de la RTI. Pour rappel, en 2019, les deux maisons de télévision ont signé plusieurs partenariats de collaboration. Les partenariats se mettent tout de suite en marche. Demain, mardi, suivez le JT commun. Le 20h vous sera présenté par deux journalistes, Fatou Fofana et son confrère Jean-Emmanuel Ouedraogo de la RTB. Et ce mardi, l'actualité, c'est aussi cette rencontre au Palais de la Présidence. Le président de la République, Alassane Ouattara, reçoit Laurent Gbagbo. C'est la première fois que les deux hommes se rencontrent depuis le retour de l'ex-chef de l'État en Côte d'Ivoire. Pour la classe politique et les populations, c'est un important rendez-vous. On voit leurs attentes dans ce reportage de Alexis Ouedraogo et Michel Digré. L'annonce a été faite mercredi dernier aux sorties du Conseil des ministres. Le président Ouattara recevra donc M. Gbagbo Laurent le 27 au Palais de la Présidence ici. À quelques heures de cette rencontre, les Ivoiriens se prononcent. Cette rencontre-là est bien placée pour qu'on puisse fermer sur tout ce qui s'est passé et puis aller de l'avant. Nous espérons vraiment que cette rencontre permet une réconciliation nationale. Ça va essayer d'apaiser un peu les tendances de part et d'autre. Avec trop de mésententes entre nous, mais maintenant, je pense que ça va aller. La rencontre va faire que les gens vont se calmer un peu. Ça va apaiser un peu le cœur. Paix et réconciliation, les deux mots sont sur toutes les lèvres et sur la scène politique aussi. Nous souhaitons que demain soit un grand jour. Et un grand jour pour nous signifie que cette rencontre importante, attendue de tous, va donner des résultats qui rétablissent l'espoir. C'est une très bonne nouvelle. Donc le regard ne peut être que positif. Que le chef de l'État actuel et l'ancien président de la République, comme vous le dites, se rencontrent après près de 10 années. Et le président Laurent Gbagbo est rentré précisément le 17 juin dernier. Et nous pensons que c'était le moment pour que cette rencontre se tienne, parce que les uns et les autres étaient en train de s'interroger si les deux personnes étaient allées se rencontrer. Ce sera chose faite demain, donc c'est une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo et le président Bédié se sont rencontrés à Daoukro les 10 et 11 juillet dernier et ils ont proposé un dialogue national inclusif avec évidemment une forte volonté du chef de l'État, du président Alassane Ouattara. Donc nous pensons que cette rencontre entre le président Gbagbo et le président Alassane Ouattara sera certainement le point de départ pour ce dialogue national inclusif. Pour le parti au pouvoir, ce rendez-vous reste la matérialisation de la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara de réconcilier tous les Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, c'est l'incarnation même du président Houphouët-Boigny, qui est un homme de paix, un homme de cohésion, un homme de dialogue. Aujourd'hui, tous les acteurs politiques importants sont dans le pays. Le président Alassane Ouattara, le président Gbagbo, le président Bédié. Et cette rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo est vraiment le summum donc, du fait que les Ivoiriens ont besoin d'être ensemble. Notre pays ne peut se développer que s'il y a la paix. Une vision que partage Pascal Afine-Guessant, élevé le week-end dernier au rang d'ambassadeur pour la paix par une ONG, lui souhaite que les trois leaders s'engagent résolument pour la paix. Ils ont aujourd'hui une responsabilité particulière dans ce défi, par la puissance d'incarnation de chacun d'eux. Leur responsabilité est essentielle dans la construction de la paix. Je les appelle à pardonner pour se réconcilier. La réconciliation pour la ministre Anne-Désirée Ouloto est un long processus que ce rendez-vous devrait certainement booster. Depuis 2011, le président Ouattara prône la réconciliation. Il a mis en place des instruments pour soutenir sa volonté. Le 27 juillet, comme les Ivoiriens le disent, quelque chose va se passer. Oui, quelque chose d'important se passera parce que deux frères vont se rencontrer, parce que le président Ouattara, en tant que bon père de famille, donc, crée le cadre de rencontre, de concertation, de proximité
avec tous les Ivoiriens. Ce rendez-vous du 27 doit être vrai, il doit être sincère et il doit s'inscrire dans des principes pour une réconciliation durable. Une chose reste certaine, le regard des Ivoiriens et des caméras de la presse nationale et internationale seront braqués sur le palais présidentiel ce mardi. Autre chose dans l'actualité, les innovations dans le domaine des transports. Bientôt un centre de conduite moderne, annonce faite par le ministre Amadou Koné. Il était en visite dans le centre d'examen de Code, géré depuis 2 mois par des gendarmes. Il a évalué cette nouvelle mesure dans le processus d'obtention du permis de conduire. C'est Didier Nguessan qui nous en parle. Les candidats au permis de conduire passeront bientôt l'examen pratique de conduite dans un centre moderne. Il sera composé d'un parcours de 3 circuits pour les véhicules à 4 roues et de 2 autres circuits pour les engins à 2 roues et tricycles. Le ministre Amadou Koné échange avec ses collaborateurs et les gendarmes commis à l'examen du code de la route et de conduite. On a un centre d'examen pratique qui existe depuis plusieurs décennies, qui n'est pas adapté, qui se trouve dans une gare routière avec des marchés autour, un problème de sécurité. Nous en avons parlé et nous donc, les avons assurés que les dispositions sont prises pour réaliser très rapidement, d'ici début septembre, donc un centre beaucoup plus adapté. La vidéo-verbalisation entrera également dans sa phase de répression. Les sanctions vont concerner ceux qui ont les noms sur les cartes grises. Nous avons à ce niveau aussi pris des dispositions qui vont être communiquées très bientôt pour accélérer, faciliter, rendre beaucoup plus souple donc la mutation pour tout le monde. Le ministre des Transports a félicité les gendarmes pour leur professionnalisme dans l'évaluation des candidats ici à l'examen du Code de la route. La réforme en cours de l'examen du permis de conduire vise à réduire de moitié les accidents de la route et les victimes d'ici à 2025. On s'intéresse aussi à la lutte contre la Covid-19. Continuons de respecter les mesures barrières. Voici les chiffres de ce lundi. « 55 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés aujourd'hui, 68 guéris et pas de décès, 49 647 cas confirmés, 48 901 personnes guéries, 324 décès, 422 cas actifs. Au 25 juillet 2021, 935 111 doses de vaccins administrées contre la Covid-19. Dans le Woroba, le développement local se poursuit. En seulement 5 années, le village de Gbemazo bénéficie de plusieurs réalisations. Les populations expriment alors leur reconnaissance au président de la République. Des membres du gouvernement ont pris part à la rencontre. Le reportage de Kader Sogodogo. Des populations joyeuses, alliant chants et danses, de nombreux tableaux d'ailleurs. Avec elles, 2 membres du gouvernement. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, et Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Des retrouvailles festives pour magnifier le président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir su redéfinir la trajectoire de Gbemazo, village de la sous-préfecture de Worofla. En moins de 5 années, centre de santé, foyer polyvalent, école, poste de gendarmerie, château d'eau, électrification, pour ne citer que cela. C'est donc à l'unisson que Gbemazo et ses voisins, Karaba et Konongo, ont initié ce rendez-vous de la reconnaissance. C'est une occasion donc d'exprimer toute notre reconnaissance au président de la République, au Premier ministre qui nous accompagne dans ce travail de développement. Nous sommes dans une région, il y a bien entendu un président du Conseil des régions. Voilà, nous sommes dans ce sillon, il nous donne des conseils avisés et aujourd'hui il est venu pour voir comment les choses marchent. Après la visite à des infrastructures réalisées et un planting d'arbres pour contribuer au développement de Gbemazo, les membres du gouvernement ont tenu à saluer l'union sacrée des enfants de ce terroir et les inviter à espérer en une Côte d'Ivoire qui se développe. Quand on a l'opportunité de sortir des bureaux pour venir voir ce qui se passe sur le terrain, on voit bien que quand on dit que la Côte d'Ivoire avance, ce n'est pas qu'un slogan, c'est vraiment effectivement des choses qui se font pour les populations en matière d'eau, en matière d'éducation, en matière de santé. Nous, en tout cas, nous voulons simplement
leur garantie que nous allons continuer à faire le maximum sous la houlette du président de la République. Quand on parle de développement, les gens pensent que c'est un concept théorique. Des gens qui peuvent boire de l'eau potable, des enfants qui peuvent aller à l'école, un environnement sain. C'est ça le développement. Donc je voudrais vraiment féliciter les cadres et dire également que quand les cadres se mettent ensemble pour travailler, ça donne des résultats. À la place publique du village, un grand rassemblement a permis aux couches sociales d'exprimer leur gratitude au président de la République. L'occasion fut bonne également pour récompenser les meilleurs élèves et les mamans qui fréquentent le centre de santé de Gwemanzo. Et le développement marche aussi à Didiéville. 3 villages bénéficient de foyers polyvalents. Une action du secrétaire d'État Brice Kwasi, maire de la ville. Les bâtiments remis aux populations. On retrouve Kader Sogodogo. Bolonou, Aouyanou et Didiébou, 3 villages communaux de Didiéville, ont désormais un foyer polyvalent chacun. Ce sont des réalisations voulues par le secrétaire d'État Brice Kwasi, premier magistrat de la commune de Didiéville, qui a sillonné ces 3 villages pour les remises de clés. Le faisant, Brice Kwasi veut impulser le développement dans sa localité. Un développement qui sera possible que dans la paix, la cohésion et l'entente. Ces foyers permettent la cohésion de nos populations au niveau du village. C'est le seul lieu où ils peuvent se retrouver et discuter des problèmes du village. Trouver les solutions pour le village. Trouver les solutions aux problèmes de développement du village. En somme, célébrer l'union entre les filles et les fils de ces différents villages. Dans les villages bénéficiaires, la joie des populations était au rendez-vous à travers de fortes mobilisations. C'est un équipement qui fait partie des équipements fondamentaux d'un village. Il y a l'électricité, il y a le foyer polyvalent et il y a l'adduction d'eau qui reste à venir. Donc nous sommes très heureux du don que Monsieur le ministre vient de nous faire. Ces villages ont déjà bénéficié de nombreuses infrastructures, écoles, centres de santé, électrification. Les 3 foyers polyvalents ont coûté 75 millions de francs CFA. Et pour son développement, la Côte d'Ivoire peut compter avec une ressource humaine bien formée. Cela fait 60 ans que l'École nationale de statistique et d'économie appliquée forme les cadres africains. Au total, 4000 diplômés sont à la disposition des administrations et des institutions internationales. Ce soixantenaire est aussi une occasion de penser le futur de l'ENCA. Lansine Bakayoko. Plus que de simples festivités, ce soixantenaire est l'occasion de faire le bilan des activités de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Malgré l'environnement général tumultueux de l'école, l'ENCA est resté un pôle de rigueur et d'excellence. Le niveau de concours permet de sélectionner les meilleurs. En tant qu'école professionnelle, nos étudiants à la sortie doivent être opérationnels. Et donc nous faisons attention au taux d'encadrement. À ce jour, 4000 statisticiens issus d'une vingtaine de pays d'Afrique et Haïti ont été formés. Dans cette compétition internationale, les étudiants ivoiriens font bonne figure. Le nombre d'Ivoiriens formés sur les 4000, c'est exactement 2655. Nous avons les ingénieurs des travaux statistiques de niveau, soit avec un niveau Bac plus 4, les ingénieurs statisticiens économistes. Les jeunes filles formées aussi montent en puissance. De 13% au début, le nombre culmine à 20% en 2020. Le ministre du Plan et de la Planification du Développement, Nialé Kaba, puis produit de l'ENCA, exhorte à sauvegarder la réputation de l'établissement. Nous avons des talents en Côte d'Ivoire. On espère que ces talents-là vont se diriger vers l'ENCA parce que l'ENCA va leur donner la capacité donc de donner le meilleur d'eux-mêmes à nos sociétés. Dans le cadre de la rénovation de ces filières de formation, 3 masters spécialisés, notamment en statistique agricole, actuariat et data science, ont été ouverts en 2017. La cérémonie de diplomation des étudiants de la promotion 2021 est prévue le 5 août prochain à Abidjan.
Un autre pôle d'excellence est né depuis 5 ans. L'Université de Mans vient d'organiser la sortie de la première promotion de ses diplômés. Au total, 91 étudiants ont reçu leur parchemin de master et d'ingénieur, des spécialistes en sciences, technologie et agronomie. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur qui lui-même a dispensé des cours de physique et de mécanique à ses étudiants. C'est Forazegui. Ces 91 diplômés en master et ingénieurs de la toute première promotion de l'Université polytechnique de Mans viennent de recevoir leur parchemin, fruit de 5 bonnes années de travail. En ce jour spécial où nous célébrons cette sortie officielle, nous tenons à vous rassurer, chers encadrants, que vous avez formé des ingénieurs de qualité dans les domaines des mines, de l'énergie et des matériaux, prêts à affronter les défis de ce monde professionnel qui nous attend. Soyez-en sûrs, nous relèverons les défis d'une promotion forte, dynamique et engagée. Nous allons relever le défi de l'insertion professionnelle et d'être des modèles, des leaders pour le développement de notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Rassurant le patronat ivoirien de ce que ces nouveaux diplômés sont prêts à intégrer les meilleures entreprises du pays, Lassinan Koulibaly, le président de l'Université polytechnique de Mans, insiste sur la qualité des curricula. Dans le cadre de l'Université polytechnique de Mans, il n'y a pas de problème d'adéquation formation-emploi, car les curricula ont été élaborés en tenant compte des besoins des entreprises et en les associant à la formation. Pour avoir dispensé des cours à ses impétrants pendant 4 ans, c'est tout fièrement que Adama Diawara félicite ses nouveaux qualifiés pour leur ardeur au travail. Il estime que l'Université polytechnique de Mans est un institut dans lequel vont germer les futurs cadres de la Côte d'Ivoire. Cette université est en quelque sorte un laboratoire pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, puisque un certain nombre d'orientations stratégiques du ministère sont en train d'être mises en œuvre dans cette université. J'en veux pour preuve les critères d'accès aux universités publiques, les critères de rétention des apprenants dans les universités publiques, les cours de mise à niveau des nouveaux bacheliers orientés dans les universités publiques, l'adéquation formation-emploi, notamment du point de vue qualitatif, en termes de révision des curricula avec le concours du secteur privé, et également l'ouverture des classes préparatoires qui sont de nature à tirer la qualité de notre système vers le haut. Parmi les 91 diplômés, 57 ont obtenu le master dans les domaines des sciences, technologies et agronomie. 34 ingénieurs dans les domaines de la métallurgie, l'énergie et les mines. 2 étudiants se sont distingués par la qualité de leur travail. Ils sont sortis majors de leur promotion. Les 2 cycles ont réalisé un taux de réussite de 100%. Demain sont attendus les résultats du bac session 2021. À Odiéné, les candidats sont évidemment dans l'attente. Ils sont partagés entre le stress, la peur et l'espoir. Issa Tionayo. Après les écrits du baccalauréat, session 2021, l'heure est à l'attente des résultats. À Odiéné, capitale du Denguilé, chaque élève meuble ce temps à sa manière. Naminata a passé le bac série A2. Avant la proclamation des résultats, elle affiche une sérénité, non sans stress. Chez moi, les épreuves étaient un peu abordables. Et puis, bon, on a pu faire ce qu'on pouvait faire. On a fait de notre mieux. Et on prie Dieu pour que les résultats soient à notre portée. Pour combler ce temps, elle aide sa maman dans les tâches domestiques quotidiennes. Plusieurs candidats et candidates vivent le stress et l'angoisse. On est stressé à l'attente des résultats. On espère avoir une autre note, un bac, et tu peux avoir des bonnes notes dans les matières spécifiques. Quand j'ai fini le bac, pour ne pas trop stresser, pour ne pas rester là, donc j'ai trouvé une activité qui me rapporte beaucoup. Grâce ne se pose pas beaucoup de questions en cette période d'attente des résultats. Pour mes temps libres durant l'année scolaire, je venais aider ma maman au salon. Et pour l'attente des résultats, je viens toujours l'aider chaque samedi et dimanche. Rokia, elle, est élève dans un collège d'Abobo. Je suis venue passer les vacances chez mon grand-père à Odiéné. J'ai laissé ma carte scolaire, ma convocation à mes soeurs pour qu'elles prennent mon résultat à ma place. Pour ces élèves, l'attente est longue, difficile et stressante. Ils espèrent tous un meilleur résultat ce mardi 27 juillet 2021 afin d'être libérés d'un lourd fardeau.
Et on reste dans le Kabadougou. La campagne sénatoriale partielle se poursuit. Un siège de sénateur à pouvoir dans le Kabadougou. Un candidat indépendant est à l'assaut des électeurs. Issa Tchonayo nous fait le point. Touré Nabi Issouf est candidat indépendant aux élections sénatoriales du 31 juillet 2021 dans la région du Kabadougou. J'ai décidé d'être candidat par rapport à une certaine vision. Et il faut un renouveau du discours politique. Nous sommes aujourd'hui à Bako. On avait promis 3 km de bitume à Bako. Donc nous sommes venus pour dire la vérité. Parce qu'ici, c'est la même famille. Et il est important pour nous, les natifs d'Odiéné, de dire la vérité. C'est ça le sens de notre candidature. Touré Nabi Issouf compte sur les 259 électeurs de la circonscription du Kabadougou pour être élu. En sport, une bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire est sur le podium à Tokyo. En taekwondo, Ruth Babi décroche le bronze. Elle était déjà médaillée en 2016 à Rio, toujours avec le même métal. L'athlète ivoirienne a arraché ce podium face à une brésilienne. Malheureusement, le champion olympique en titre, Cissé Cheikh Salah, tombe en 8e de finale. Arsène Kouassi, Salif Ouattara. La taekwondoïne ivoirienne Ruth Marie Christelle Gbagbi offre à la Côte d'Ivoire sa première médaille en décrochant le bronze. À l'issue des combats de classement dans la catégorie des moins de 67 kg, Ruth Gbagbi gagne au score face à la brésilienne Milena Titonelli. L'Ivoirienne de 27 ans conserve ainsi son titre de médaillée de bronze olympique pour la 2e édition consécutive. Déception en revanche pour Cissé Cheikh Salah Junior. Le champion olympique des moins de 80 kg a été éliminé dès sa première sortie en 8e de finale de sa catégorie. Avant lui, ce sont 4 autres athlètes ivoiriens qui ont été sortis de la course aux médailles. La Côte d'Ivoire totalise donc à ce jour une médaille de bronze depuis l'ouverture des Jeux. En attendant l'entrée en scène de 2 autres taekwondoïnes, Traoré Aminata Charlène et Gbane Seydou. En athlétisme, Talou Marie-Josée, Muriel Aouré et Cissé Gay Arthur sont très attendus. À ces 3 sprinteurs s'ajoute l'équipe de football ivoirienne, encore en lice pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021. Les éléphants qui jouent le dernier match face à l'Allemagne. En attendant une victoire, ici à Abidjan, on libère en Zouglou. Les 4 Gaou magiciens sont de retour. Envolé zougloutique, c'est le titre du 13e album de Magic System. Un produit joliment trempé dans la pure tradition Zouglou. Le groupe vient de donner un concert dédicace à Anoumambo. Yannick Efoumi, Sidonie Davila. Mahakori, Anoumambo, place Papa Wemba. Il est pratiquement 22h30 lorsque les 4 magiciens font leur entrée sur scène. 2 heures non-stop de show s'ensuivent. Une dédicace aux allures de concert grand public. C'est un groupe mythique de la musique ivoirienne, le groupe Magic System. Je pense que le message, c'est de dire que la musique ivoirienne est de nouveau réunie. C'est le plus important à retenir là. C'est des grands frères, c'est des aînés pour qui j'ai beaucoup de respect, mais aussi des artistes qui ont apporté beaucoup à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour moi, c'est le top niveau. Donc je suis là, je suis content d'être là, soutenir les Magic System, je suis avec mon binôme et c'est un honneur pour nous. Voix des sans-voix et ambassadeur de la paix, Assalfo ne manque jamais l'occasion de sensibiliser la jeunesse sur les fléaux qui minent la société. On est resté fidèles à notre manière de faire notre zouglou et donc on a abordé des thèmes qui sont importants comme l'environnement, l'éducation, le chômage des jeunes, les problématiques qui minent notre société. C'est ce que nous avons fait avec cet album Envolé zougloutique et on espère que le message passera. Magic System, fierté nationale et internationale, mais avant tout une fierté pour les habitants d'Anoumabo. Magic System, c'est notre fierté parce que grâce à eux aujourd'hui le village d'Anoumabo et Makori est sur le toit du monde. Plusieurs chefs d'entreprise locales et internationales sont venus apporter leur soutien aux magiciens. Le Magic System, c'est l'excellence. C'est une des valeurs chères également au groupe RTI. Nous sommes encore là pour accompagner ces 4 magiciens qui montrent qu'en Côte d'Ivoire, il y a des valeurs, il y a des talents, il y a un savoir-faire. Au nom du gouvernement, Miss Belmond, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, est elle aussi venue réaffirmer la reconnaissance
et le soutien de toute la nation à ces 4 garçons qui ont su porter haut les couleurs du drapeau national à travers leur musique. Magic System a su hisser le Zouglou au-delà des frontières ivoiriennes à des endroits inespérés. Et pour nous, il était important que nous soyons là ce soir. Et nous disons merci à Magic System pour cette envolée zougloutique. Le domaine de la musique est à nouveau éprouvé. Koudou Zeblès, le concepteur de la Pagnora, a tiré sa révérence ce lundi 26 juillet. Il s'est révélé au grand public dans les années 90 avec un rythme musical très apprécié. L'artiste était un des dignes ambassadeurs de la musique tradimoderne BT, précisément dans la région du Go. Koudou Zeblès s'était installé en France pendant plusieurs années avant de revenir à Abidjan avec un 6e album. La nouvelle de son décès est tombée ce matin, relayée par la presse. Adieu l'artiste. Restons donc en prière. Je vous emmène dans la capitale politique. La Côte d'Ivoire prône la valorisation des sites cultuels. C'est dans cette vision que la Direction générale des cultes vient de soutenir un pèlerinage à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, un grand rassemblement d'évangélisation qu'on voit avec Walter Amadou Ouattara. La basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro accueille ce pèlerinage catholique interne initié par le diocèse d'Aboville. La messe d'ouverture est dite par Monseigneur Alessi Touabli du diocèse promoteur de cet événement religieux. Paix et joie. Amen. Magnificat. Ce sanctuaire est dédié à Marie, Notre-Dame de la Paix. Alors qu'elle intercède puissamment pour vous, pour que la paix règne toujours dans vos cœurs et dans vos familles. Amen. La première édition des 24 heures d'intimité avec Jésus et Marie, thème de ce pèlerinage, est appuyée par la Direction générale des cultes qui fait la promotion des sites cultuels du pays. Le présent pèlerinage a vu la participation de nombreux chantres et groupes de musique catholique ainsi qu'une dizaine de prédicateurs. Le but de ces 24 heures de prière sans discontinuer, c'est justement d'inviter tout le peuple chrétien ici à la basilique pour continuer de prier, pour être dans un état de veille. On parle souvent aujourd'hui du concept de veille stratégique pour les entreprises, mais nous aussi nous prions et interpellons les uns et les autres à ne point perdre de vue que sans la paix, on ne peut rien bâtir durablement. Les pèlerins affirment avoir été édifiés. C'est bien d'aller à l'étranger, mais ici nous avons Notre-Dame de la Paix. Ce pèlerinage a été bénéfique pour chacun de nous. À travers les enseignements, vraiment on a compris que sans le pardon, il ne peut pas avoir la paix. Pour moi, ça m'a beaucoup apporté parce que le thème était quoi? Comment vivre une intimité avec le Seigneur. Et cela m'a vraiment permis à moi de pouvoir vivre cette intimité-là. Nous sommes venus à ce pèlerinage demander à Marie Notre-Dame de la Paix de prier pour notre nation, de prier pour notre communauté, de prier pour les familles qui vivent en Côte d'Ivoire et de prier pour toutes ces personnes qui ont besoin de paix. Après 24 heures passées à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, les pèlerins ont pris part à la messe de clôture officiée par un collège de prêtres présidé par le père André, curé de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Bio. Les fidèles ont été invités à faire la promotion de la paix et mettre Jésus au cœur de leurs préoccupations quotidiennes. Dans le reste de l'actualité au Liban, le président Michel Aoun a chargé ce lundi Najib Mikati, ancien Premier ministre, de former un nouveau gouvernement. Ses deux prédécesseurs avaient échoué à mettre en place une équipe censée lancer les réformes nécessaires. Mikati a déjà présidé 2 cabinets en 2005 et 2011 et devrait proposer une liste de ministres qui soit acceptée par les grands ténors de la classe dirigeante. En attendant, le Liban est confronté à la pire crise socio-économique de son histoire. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Cognan. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Il ne faut pas retenir longtemps le coton qui veut livrer bataille contre le feu.